Bonjour, bienvenue sur ce 8e épisode de Multimonomanie, une série vidéo où je vous parle des choses qui m'ont animé ces derniers temps. Cette fois-ci, on va essentiellement parler de lecture, mais pas uniquement. Donc, vous allez voir, il va y avoir quelques autres petits éléments, et d'ailleurs, on va commencer par un peu de YouTube, et je vais vous présenter deux chaînes que je regarde pas mal récemment et qui me font du très bon boulot, je trouve. Vous, vous allez voir, c'est des chaînes qui sont déjà assez connues, on va commencer naturellement par celle-ci, par la chaîne pardon, de Charles Villa, qui fait essentiellement du reportage sur le terrain. Pour moi, c'est un peu une version C, c'est même pas pour moi, c'est tout court. C'est un grand reporter qui va sur le terrain, qui va dans les zones de conflit, dans les zones de tension, pour enquêter et montrer un peu la vie là-bas. À côté de ça, il fait des choses plus simples, des interviews, des reportages sur certains événements en France qui demandent beaucoup moins d'investissement, j'imagine. Et il fait aussi un peu d'OSINT, ce qui est très intéressant. Je ne peux que vous recommander cette chaîne, il fait du très très bon boulot. Dans un genre assez similaire, il y a, comment il s'appelle, Simon Puech qui en fait aussi, j'aime bien ce qu'il fait, mais je trouve que le travail de Charles Villa, c'est encore un cran au-dessus, c'est excellent, vraiment. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Deuxième chaîne, qui a d'ailleurs été conseillée par Charles, la chaîne de Benoît Lecor, qui fait aussi un travail journalistique, mais complètement différent, avec une autre approche. L'intérêt de sa chaîne, c'est qu'il va voir des gens en France qui sont pas, qu'on qu'on ne voit pas souvent, à qui on ne donne pas assez la parole, et il fait une enquête, un reportage sur eux d'un quart d'heure environ. Donc il l'a fait sur un homme statut, sur un alcoolique, et il a aussi fait quelque chose plus récemment, en format un peu plus court, sur un tétraplégique, pardon. Je trouve ça très intéressant de voir ça. Pour moi, ces deux chaînes, et quelques autres aussi que je ne citerai pas aujourd'hui, une nouvelle façon d'aborder le journalisme, et je trouve ça très intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire, à la fois en dehors du monde du journalisme classique, et aussi parfois quand ils vont faire quelques missions, quelques piges pour des chaînes classiques. Vraiment, ces deux chaînes, je vous mettrai les liens en description comme d'habitude, c'est du très bon boulot et je ne peux que vous le conseiller. Voilà pour YouTube, il y aura quelques autres choses qu'il faudra que je vous évoque, mais ce sera pour une prochaine fois, je pense. Et on va passer maintenant au gros morceau, avec les lectures depuis la dernière vidéo. Et vous allez voir, il y a de la variété, il y a pas mal de BD, mais pas uniquement. Et on va tout de suite attaquer par ceci. Moi, Jardinier Citadin. C'est un petit manoir, donc de la BD coréenne, très proche du manga par certains points, mais avec quelques différences, j'ai l'impression. Je ne connais pas encore grand-chose. On suit le quotidien d'un homme qui perd son travail et qui décide d'aller acheter une petite parcelle de jardin ouvrier, comme il existe là-bas, et qui se met à le cultiver. Et il dessine et il raconte tout ça, la culture, ce que ça lui apporte, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est très très joli, très très sympa. Je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un coup d'œil. Et puis, j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais vous montrer quelques planches de ce que ça peut donner pour voir à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, c'est des traits qui sont assez simples, assez proches des mangas, mais ça reste très chouette. Et chaque fois, les dessins des jardins sont très très sympas. Vous voyez là une explication de comment on doit faire pousser de la ligulaire, de la molette à berger, plein d'autres plantes. Quelques conseils, à quoi ça peut servir, comment ça se cuisine, comment on le cultive, et des petites anecdotes de jardin. Voilà, une BD très sympa. Moi, Jardinier Citadin, à l'occasion, je lirai sûrement la suite. Je peux vous le conseiller. Deuxième BD, quelque chose dont je ne lirai pas la suite par contre, ça va être ceci, un gros pavé, Preacher de Garcenis. C'est une référence, c'est quelque chose de très connu, très mis en avant, que beaucoup de gens citent. Je suis tombé dessus à la bibliothèque, comme pour le manoir précédent, et je me suis dit qu'il fallait que je rattrape mon inculture. Et je me suis jeté dedans et j'ai vraiment été déçu. J'avais vu, quand elle était sortie la série sur Preacher, j'avais pas trop aimé non plus, mais je m'étais dit que ça respectait pas trop le travail d'Ennis et que ça pouvait quand même m'intéresser. À côté de ça, j'aime beaucoup The Boys, mais là, il n'y a rien qui m'a accroché. Ni le scénario que j'ai trouvé assez cliché, assez basique, ni le dessin, qui ne m'a pas marqué que ça.
Dommage, un regret, parce que je pensais que j'allais apprécier, je voulais apprécier, et ça n'a pas été le cas. Tant pis pour ça, hein. Il y a d'autres choses à lire, heureusement. J'ai enchaîné sur une autre lecture prise en librairie cette fois-ci. Mario Rigoni, pardon, Stern, Requiem pour un alpiniste, pardon. Euh, J'en ai parlé la dernière fois, j'aime beaucoup les écrits de montagne, d'escalade, et je l'ai pris en m'attendant à trouver un récit de montagnard assez classique. Et comme la dernière fois, pour le- son nom m'échappe, le livre, euh, le livre d'Emmanuel Faber, Ouvrir une voie, voilà, Ouvrir une voie. Je n'ai pas trouvé ce à quoi je m'attendais. Faber, c'était vraiment le point de vue du grand patron de gauche, quand même, sur l'escalade. Là, c'est le point de vue et les récits d'un ancien soldat, l'équivalent italien des chasseurs alpins, sur la montagne, avec beaucoup de récits de batailles, de récits de conflits en montagne dans les Alpes, mais pas uniquement. C'était pas ce que je m'attendais à trouver. Je suis tout sauf amateur du fait militaire, mais le livre était très sympa. Je vous conseille d'y jeter un œil si vous aimez ça, tout ce qui est en rapport avec la montagne. C'est un point de vue qui est très différent. Et comme souvent, la description des montagnes, c'est excellent. J'ai ensuite enchaîné avec ça qui me faisait énormément d'œil. Alain Mabanckou, Le commerce des allongés. Depuis sa sortie, je m'étais dit qu'il fallait que je lise, j'avais mis sur ma liste de livres à acheter, et on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est l'histoire d'un homme qui il s'appelle Liwa, je vais regarder dans le livre parce que j'arriverai pas à le ressortir comme ça, Liwa Ekima Kingai, qui habite chez sa grand-mère parce que sa mère est morte en lui donnant la vie. Il est employé de cuisine à Pointe-Noire, et il finit par mourir. Et ça, c'est le préalable au livre. Et il revient à la vie. Et c'est une histoire de vengeance. Ça se termine en histoire de vengeance, mais toute la première partie, ça raconte un peu la vie à Pointe-Noire, le, la vie des personnes très pauvres à Pointe-Noire, leur quotidien. Ça raconte les traditions funéraires là-bas. Ça raconte énormément de légendes, énormément de choses sur ce qui se passe là-bas. C'est très très bien écrit. C'est la première fois que je lisais du Mabankou et j'ai trouvé ça excellent. À côté de ça, c'est politique, social, au niveau du scénario, c'est assez sympa. C'est pas renversant, ça sera pas le livre de l'année, mais c'est probablement, oui, ça doit être ce que j'ai préféré de tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois. Mais c'est très bien. Le commerce des allongés, Alain Mabankou, vraiment très bonne lecture. Un autre livre que j'avais repéré depuis très longtemps, c'est le livre de Marco Mancasola, La vie sexuelle des super-héros. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'en ai entendu plutôt du bien. Je m'attendais à peut-être quelque chose de drôle. Je savais que c'était une histoire de polar sur fond de vieux super-héros classiques, à la fois de chez DC et de chez Marvel, qui, euh, qui étaient pris à partie par un tueur en série. C'est ce que j'avais en tête. Je m'attendais à quelque chose de très méta, forcément, de drôle et de décalé. Et c'est très mauvais. Enfin, j'ai trouvé ça très mauvais, plutôt. Le scénar du polar est assez cliché, assez bateau, sans grand intérêt. C'est pas particulièrement bien écrit, mais ça on peut le pardonner. Mais surtout, c'est l'occasion de clichés, de scènes de sexe sans grand intérêt, pas très bien écrite. La vie sexuelle des super-héros, ça vend sur son résumé sur le côté super-héros, et c'est pas à lire, ça va repartir en boîte à livres très vite. Et on va terminer niveau lecture sur deux nouvelles bandes dessinées. Je vous en ai déjà parlé. Les Vieux Fourneaux, je vous avais parlé des deux premiers numéros. Le troisième, qui s'appelle Celui qui part, euh, c'est la suite des deux premiers, en mieux. Ça, les choses sont posées, on connaît les personnages, on connaît leur caractère, et ça va creuser un peu dans leur personnalité. Et comme les deux premiers, c'est très touchant, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est drôle. Et le scénario est là. Par rapport à... On parlait je parlais du livre juste avant, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce qu'on devrait y trouver dans l'autre, le côté drôle, le côté touchant,
L'écriture du scénario, bah, vraiment, très bonne lecture, je vais continuer à lire Les Vieux Fourneaux et je vous conseille de faire de même. Et enfin, dernière lecture de la période, on retourne chez Marvel avec Immortal X-Men, Haï et Craint, c'est le premier volume de cette série-là. Par quoi commencer pour parler d'Immortal X-Men? Je pense que le plus simple, ça va être de parler ce qui est pour moi le point négatif, les dessins. C'est du Marvel Comics classique, on retient rien de particulier, y a rien de choquant, rien de moche, rien d'horrible, mais il n'y a pas non plus de planches ou de petits trucs qui me fait dire ah ça c'est quelque chose, comme on le trouve sur certains de leurs volumes. Là ça fait le boulot, mais c'est pas marquant. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé là-dedans, c'est que c'est une nouvelle ambiance dans Krakoa et quelque chose qui nous a un peu teasé dans les autres volumes, et que là, ils arrivent vraiment à mettre en place. On se concentre sur une seule chose, le Conseil secret qui dirige Krakoa, les manigances politiques, chacun qui essaie de tirer à lui ses intérêts, son point de vue de ce que sont les mutants, de ce qu'ils doivent être, avec, moi je m'attendais à pas mal aussi de certains personnages, Kitty Pryde, que j'aime beaucoup, beaucoup sur Krakoa, et forcément j'avais entendu dire que Sinistre était un personnage essentiel, et vraiment c'est même pas le personnage essentiel, c'est le personnage central, c'est lui qui orchestre tout, et vraiment, j'avais pas spécialement beaucoup d'attentes, parce que Sinistre c'est pas un de mes personnages préférés, mais j'ai hâte de voir vers quoi ils vont l'amener ensuite, ça peut être très très intéressant. Vraiment, si vous suivez Krakoa, Aïe et Crainte, pour moi, c'est un passage obligatoire qui est de très bonne qualité. Il y a certains morceaux, numéros qui sont des fillers, c'est pas le cas de Aïe et Crainte, et je vous conseille d'aller le voir. Voilà pour les lectures. On n'a pas tout à fait fini, parce que je vais parler de 2 séries télé aussi, et puis un peu d'émissions télé après. Niveau séries télé, bon, vous avez sûrement dû le voir passer, parce que tout le monde en a parlé, tout le monde en a parlé en bien ou presque. La deuxième saison de Bref est sortie, 6 épisodes, plus le même format qu'au début. L'ambition n'est plus la même que dans la première saison, mais on y retrouve toutes les qualités du départ, le, le sens de la scène, d'arriver en un temps assez court, d'une scène assez courte, d'amener beaucoup. On retrouve des côtés la capacité à enchaîner des moments touchants et des moments drôles en assez peu de temps. On retrouve la galerie de personnages, une bonne partie de ceux qui étaient dans la saison initiale, qui reviennent avec quelques autres personnages très intéressants. C'est très bien. On perd un peu le côté percutant, le format très très court qui nous emmène un petit truc et on a notre shot et on regarde la suite le lendemain. Mais à côté de ça, je trouve qu'on gagne encore en profondeur. Et pour moi, c'est un gros succès de. Je suis assez impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire de cette saison 2 de Bref. Et j'espère que c'est pas la fin. Qu'ils vont nous refaire le coup dans 5, 6, 10 ans peut-être, de faire une saison 3, de montrer comment évoluer sa vie, comment on peut évoluer la vie des personnages. Très content de cette saison 2, bref. Et deuxième série dont je voulais vous parler, c'est du Marvel. Les séries Marvel, c'est quand même très poussif pendant un bon moment. Et là, quand ils ont annoncé qu'ils reprenaient Daredevil et qu'ils se l'appropriaient, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et au vu des premiers épisodes, c'est un grand succès. On retrouve vraiment l'ambiance des précédentes séries Daredevil, les personnages sont là, les interactions entre eux fonctionnent très bien. C'est intégré dans l'univers Marvel, clairement, mais ils arrivent à s'en détacher suffisamment et à se concentrer vraiment sur leur histoire pour arriver à quelque chose de très intéressant. Donc vraiment, même si vous avez un peu lâché Marvel ces derniers temps, Daredevil c'est très bien ce qu'ils ont fait, je ne peux vous conseiller de vous y mettre. En particulier d'ailleurs si vous avez aimé les première série Daredevil quand c'était pas encore sur Disney+. Pour moi, c'est au même niveau. Voilà. Et dernier élément, je vais vous parler un peu d'émissions télé. Ça fait quelques années que j'ai commencé à regarder koh en me disant qu'il y avait moyen de faire des choses sympas. Et toutes les saisons presque, je suis déçu. Parce que koh c'est une émission de survie. C'est pas vraiment un jeu. Les gens sont pas là pour jouer, ils sont là pour arriver à se faire une bonne image, à se faire bien voir, j'ai l'impression. Et il est plus important pour eux d'être fair-play que de gagner.
Or, on est sur un jeu télé, et on ne pourrait pas leur reprocher de vouloir gagner. C'est le but du truc, en fait. Et j'ai l'impression que dans koh tout est fait pour que ça soit ça qui soit mis en valeur, et pas le jeu lui-même. Le jeu, le but, c'est d'être le dernier à la fin, quoi. Du coup, un peu déçu par ça, j'ai du moins mal à me motiver, je continue à suivre les saisons, sans grand enthousiasme, mais j'ai aussi commencé à regarder un peu certains équivalents étrangers, un peu de ce qui se fait en Survivor. En particulier, j'ai regardé la saison de Survivor Québec quand elle a eu lieu, je regarde pas mal Survivor Australie, et c'est le même jeu, mais c'est pas du tout traité pareil par la production, et du coup, c'est pas joué de la même façon par les joueurs. Et c'est beaucoup plus ce que je recherchais. Les gens, ils sont là pour jouer. Ils sont là pour faire des coups, pour faire des moves, pour montrer qu'ils jouent bien. Et on leur reproche pas d'avoir fait des coups. Au contraire, ça devient des cibles à battre, et ça devient des éléments sur leur CV à la fin. Pour gagner Survivor, il faut être bon sur les jeux, il faut être bon dans la stratégie, il faut être bon sur le camp, il faut être complet. Ce qui est moins le cas à koh le côté stratégie est plus perçu comme un négatif, un aspect négatif. Et d'ailleurs, il y a quelques années, quand j'ai un trou de mémoire encore, quand il y a quelqu'un qui était venu sur koh pour gagner, mais de le faire de façon subtile, de le faire de façon intelligente, il avait, il avait massacré le feed. Il était au-dessus du début à la fin. Il a mis en place sa stratégie. Il l'a fait doucement, discrètement. Il l'a mené du début à la fin. Les autres en face ne savaient pas comment jouer parce qu'ils ne jouaient pas au même jeu que lui. Et il les a massacrés. C'est un peu dommage. Je pense que ça serait plus intéressant que l'on se tourne vers cet aspect-là. Et si vous aussi vous êtes déçu par ce biais qu'il y a dans koh je ne peux que vous conseiller à aller regarder ce qui se fait dans Survivor. C'est quand même beaucoup plus sympa à suivre, je trouve. Voilà en gros, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est pas mal quand même pour un épisode de Multimonomanie. J'espère qu'il y a quelques petites choses qui auraient pu vous intéresser, vous amener à lire certaines choses ou à regarder d'autres. Et là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et puis vous dire peut-être à bientôt ou un de ces jours pour un potentiel 9e épisode.